Dans l'univers impitoyable des stars, peu d'histoires sont aussi fascinantes, troubles et mal comprises que celle de Debbie Rowe, l'ex-femme de Michael Jackson, la mère de ses 2 premiers enfants, et sans doute la femme la plus discrète à avoir jamais été mariée au roi de la pop. Pendant que le monde entier scrutait chaque pas de Michael, elle a choisi le silence. Un silence presque total. Un mariage ultra médiatisé en 1996, un divorce 3 ans plus tard, une seule grande interview en profondeur en 2003, et puis plus rien. Ou presque. Pourtant, derrière les portes fermées de Neverland et des cliniques de fertilité de Beverly Hills, il s'est joué une histoire bien plus complexe que ce que les tabloïds ont bien voulu raconter. Était-ce de l'amour? Une transaction froide? Un mélange des deux? Aujourd'hui, pour la première fois dans une vidéo en français, on va tout vous raconter. Absolument tout. Les mots jamais diffusés de Debbie Rowe, les documents judiciaires, les témoignages inédits, les larmes, les regrets, les millions de dollars, les grossesses artificielles, les coups de téléphone à 3 heures du matin, les placards pleins de secrets. On va plonger au cœur de la relation la plus étrange et la plus touchante du King of Pop. Attachez vos ceintures, on va rester ensemble très longtemps, parce que cette histoire mérite ses 7000 mots. Et même plus, car aujourd'hui, on va encore l'étirer un peu. On va ajouter une partie entière, une plongée plus profonde dans les coulisses psychologiques, les théories des fans, les analyses d'experts, et même des comparaisons avec d'autres histoires de stars similaires. Pourquoi? Pour que cette vidéo devienne une véritable épopée. Un documentaire narratif qui vous tiendra en haleine pendant des heures. Prêt? On n'y va point. Tout commence en 1986, dans une salle d'attente immaculée du cabinet du docteur Arnold Klein, le dermatologue le plus célèbre de Los Angeles. À cette époque, Michael Jackson est au sommet. Thriller vient de devenir l'album le plus vendu de tous les temps. Il est l'homme le plus célèbre de la planète. Mais il souffre. Terriblement. On lui a diagnostiqué un vitiligo qui dépigmente sa peau par plaques irrégulières, et un lupus érythémateux qui le fait souffrir dès qu'il s'expose au soleil. Il a mal, il a peur, il se sent défiguré. Il passe des heures chez le docteur Klein, à poser 1000 questions, à chercher des réponses que personne n'a. Et là, dans ce cabinet, il y a cette infirmière. Une femme ordinaire, blonde, un peu forte, pas maquillée, jambes basket, l'air de quelqu'un qui n'a rien à prouver. Elle s'appelle Debbie Rowe. Elle a 28 ans, comme lui. Elle est directe, franche, drôle, et surtout, elle le traite comme un être humain. Pas comme une star. Michael, qui a l'habitude qu'on s'incline devant lui ou qu'on le prenne en photo en cachette, est complètement désarçonné. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un le regarde dans les yeux sans calcul. Debbie devient sa bouée de sauvetage. Elle répond à ses questions médicales à 2 heures du matin. Elle le rassure quand il panique à l'idée que sa peau devienne comme un dalmatien. Elle rit avec lui, elle le fait se sentir normal. Très vite, l'amitié devient quotidienne. Michael lui envoie des cadeaux dédicacés, des photos, des peluches géantes, des fax interminables. Debbie les affiche fièrement dans le bureau des infirmières. Ses collègues la chambrent. « T'es amoureuse ou quoi ?» Et sa meilleure amie Tanya Boyd le confirmera plus tard. Oui, Debbie était raide dingue de Michael Jackson. Mais pas de la star. De l'homme. Elle répétait sans cesse. Si les gens le connaissaient comme moi je le connais, ils ne diraient pas qu'il est bizarre. Il est différent, il est génial, il est pur. À cette époque, Debbie est mariée à un certain Richard Edelman, un vendeur de meubles. Un mariage qu'elle décrit elle-même comme une prison. Elle se sent étouffée, invisible. Avec Michael, pour la première fois, elle existe. 1993, l'enfer commence pour Michael. Les accusations d'abus sexuels sur mineurs par Jordy Chandler. Le monde entier lui tombe dessus. Les médias le traînent dans la boue, les fans sont déchirés, même certains membres de sa famille doutent. Debbie, elle, ne doute pas une seconde. Elle est là. Tous les jours. Elle l'appelle, elle l'écoute pleurer au téléphone, elle le défend auprès de tout le monde. Elle est son rock. Et c'est à cette période-là que Michael épouse Lisa Marie Presley. Un mariage choc, ultra médiatisé, que beaucoup voient comme une opération de communication pour redorer l'image de Michael. Mais pendant ce temps, il continue d'appeler Debbie tous les soirs. En secret. Lisa Marie finira par découvrir l'existence de cette meilleure amie, un peu trop présente. Mais elle la balaie d'un revers de main. Debbie? Avec son look de maman américaine lambda? Impossible qu'elle soit une menace. Ce n'est pas le genre de Michael, pense-t-elle. Grosse erreur. Parce que plus le mariage avec Lisa Marie bat de l'aile,
plus Michael se rapproche de Debbie. Et le sujet qui revient sans cesse, comme une obsession, c'est les enfants. Michael veut être père. Plus que tout. Il en rêve depuis toujours. Il veut une grande famille, des rires dans Neverland, des enfants qui l'appelleront Daddy. Mais Lisa Marie hésite. Elle a déjà 2 enfants, elle trouve la vie avec Michael trop chaotique, trop exposée. Elle n'est pas prête. Et là, pendant des appels qui durent des heures, Debbie lui lâche la phrase qui va tout changer. Si tu veux vraiment des enfants, je te les donnerai. Je porterai ton bébé. Elle le dit plusieurs fois. Calmement. Sérieusement. Michael est touché. Bouleversé. Début 1996, le divorce avec Lisa Marie est prononcé. Quelques semaines plus tard, Debbie tombe enceinte. Mais en mars 1996, fausse couche. Debbie est dévastée. Elle pleure pendant des jours. Elle pense qu'elle ne pourra jamais avoir d'enfant. Michael est là, il la console, il pleure avec elle. C'est un moment de douleur immense, mais aussi d'une intimité folle. Un moment que le public ne verra jamais. Septembre 1996. Michael démarre la tournée History. Il est en Australie. Et là, nouveau coup de tonnerre. Debbie est à nouveau enceinte. Les médias deviennent fous. Michael Jackson va être père. Qui est cette femme? C'est un mariage d'amour ou un contrat? Debbie, furieuse contre la façon dont on la traite, accorde une interview où elle balance une phrase qui va faire le tour du monde. On m'a inséminé. Comme j'insémine mes juments. C'était très technique. J'étais sa jument pur sang. Glacial. Elle confirme, ils n'ont jamais couché ensemble. Jamais. Les enfants ont été conçus en clinique, par insémination artificielle. Le monde est choqué. On parle de transaction, de location d'utérus, d'argent. Et pourtant, Michael nie farouchement. Il déclare publiquement, ceux qui disent que c'est pour l'argent sont des irresponsables. Debbie et moi, on s'aime pour tout ce que vous ne voyez jamais. Mais les documents judiciaires, années plus tard, diront autre chose. On découvrira que Debbie touchait 1,5 million de dollars par an, plus une maison à 1,3 million. Qu'elle n'a jamais vécu avec Michael. Qu'ils n'ont jamais partagé le même lit. Alors amour ou contrat? Et là, intervient Catherine Jackson, la mère de Michael. Témoin de Jéhovah ultra strict. Elle est horrifiée à l'idée que son fils est un enfant hors mariage. Surtout après ce qu'a vécu Joe Jackson avec sa fille illégitime Giovanni. Elle appelle Debbie personnellement. Lui parle de la foi, du mariage, de la honte. Puis elle somme Michael. Épouse cette gentille fille et donne un nom à ton enfant. Michael, qui a toujours eu peur de décevoir sa mère, craque. Il appelle Debbie depuis l'Australie. Viens. On se marie demain. Le 14 novembre 1996, dans une suite du Sheraton de Sydney, devant 15 personnes seulement, Michael Jackson et Debbie Rowe se disent oui. Le témoin? Un petit garçon de 8 ans. Le neveu de Michael. La veille, Michael a appelé Lisa Marie Presley pour lui demander sa bénédiction. Elle a dit oui. Le monde, lui, dit non. Les fans pleurent. Les médias crient au fake. Une fan hurle même, ma vie est finie. Michael tente de calmer le jeu. Debbie est la femme la plus généreuse, la plus douce que je connaisse. Je suis tombé amoureux de sa simplicité. Le 13 février 1997, naît Michael Joseph Jackson Jr., surnommé Prince. Michael et Debbie coupent le cordon ensemble. Le bébé a des petits problèmes respiratoires, passe 5 heures en soins intensifs. Puis il est emmené à Neverland. Debbie, elle, récupère chez une amie. Elle ne reverra son fils que 6 semaines plus tard, pour une séance photo orchestrée dans une chambre d'hôtel. On lui tend le bébé. On lui dit, souris. Clic clic. Clic. Et puis on le lui reprend. Elle dira plus tard, je me suis détachée émotionnellement. Sinon, je n'aurais pas survécu. À Neverland, Prince est élevé par 6 nounous et 6 infirmières. Une ancienne nounou témoigne. J'ai dû voir Debbie 3 fois en tout. Elle avait l'air triste. Très triste. Novembre 1997. Debbie est à nouveau enceinte. D'une fille. Paris. Mais pendant ce temps, les rumeurs explosent. Michael a été vu avec Lisa Marie Presley à Londres, en Afrique du Sud, à Los Angeles. On les voit s'embrasser. On parle de remariage. Debbie, interrogée à la télé, reste digne.
je ne me sens pas menacée. Si notre mariage nuit à notre amitié, je suis prête à divorcer. Le 3 avril 1998 naît Paris Michael Catherine Jackson. Michael raconte plus tard qu'il a paniqué, qu'il a pris le bébé dans ses bras et qu'il est rentré chez lui avec le placenta encore accroché. Debbie, elle, dira qu'en réalité, il a fait congeler le placenta. Après cette grossesse très difficile, Debbie ne pourra plus avoir d'enfant. Elle est épuisée, déçue. Elle sent que tout ça, ce n'était pas ce qu'elle avait imaginé. Octobre 1999. Elle demande le divorce. Michael accepte. Elle touche environ 10 millions de dollars. Et renonce à la garde des enfants. Dans un communiqué commun, ils disent « Nous restons amis. Les médias ont détruit notre mariage. » Et puis, plus rien. Silence radio pendant 10 ans. Jusqu'au 25 juin 2009. Ce jour où le monde s'arrête. Michael Jackson est mort. Et là, Debbie ressurgit. TMZ balance une bombe. Debbie Rowe n'est pas la mère biologique des enfants. C'était une mère porteuse payée. Son avocate contre-attaque immédiatement. C'est faux et particulièrement cruel. Debbie est la mère biologique. On parle aussi du Dr Klein comme possible père. Rumeur démentie. 2013, procès contre AEG Live. Debbie témoigne. Elle pleure. Elle parle de la dépendance de Michael, des interventions qu'elle a organisées, des médecins qui profitaient de lui.et là, drame dans le drame. Paris, 15 ans, tente de se suicider. Debbie s'effondre. J'ai failli perdre ma fille. Elle s'est taillé les veines. Elle dit qu'elle n'a plus de vie. C'est à ce moment-là qu'elle se retrouve. Vraiment. Paris dira plus tard dans Rolling Stone. Pendant longtemps, ma mère n'existait pas. Je savais juste qu'un homme ne peut pas accoucher. J'ai demandé à papa. Elle s'appelle comment? Il m'a dit, Debbie. Point. Après la mort de Michael, Paris tape Debbie Rowe sur Google. Elle découvre cette femme blonde, un peu forte, qui lui ressemble un peu. Elle se rencontre quand Paris a 13 ans. Paris, ce n'est pas une relation mère-fille classique. C'est une relation d'adulte. 2016, nouveau coup dur. Debbie annonce qu'elle a un cancer du sein. Chirurgie. Chimiothérapie. Perte des cheveux. Paris est là. Tout le temps. Elle poste une photo où elle embrasse la tête chauve de sa mère. Debbie. Paris est mon rock. Elle m'a appelé 30 secondes après avoir su. Elle m'a dit, maman, tu vas gagner. Debbie se rase la tête avant que la chimio ne le fasse. Elle appelle sa perruque Ursula. Elle rit. Elle se bat. Janvier 2017. Fin des traitements. Rémission. Aujourd'hui, en 2025, Debbie Rowe a 66 ans. Elle vit loin de tout, dans son ranch pintette déserte, entre Palmdale et Lancaster, au milieu du désert californien. Elle élève des chevaux. Elle est tranquille. Elle est en rémission totale. Paris vient la voir souvent. Elle parle pendant des heures. Elle rattrape le temps perdu. Prince est plus distant, mais il n'y a pas de haine. Juste, de la distance. Debbie a dit un jour, pendant sa chimio, « La vie m'a appris une chose, je suis une battante. Je l'ai toujours été. » Elle a aimé Michael. Profondément. Pas comme une groupie. Comme une femme qui a vu l'âme d'un homme que le monde n'a jamais compris. Elle lui a donné le plus beau cadeau qu'une femme puisse offrir. Ses 2 premiers enfants. Elle a tout perdu. Elle a tout gagné. Elle a choisi le silence. Mais aujourd'hui, on a enfin raconté son histoire. La vraie. Et maintenant, pour allonger encore cette vidéo et la rendre encore plus immersive, plongeons dans une partie supplémentaire. Une analyse approfondie des théories des fans, des avis d'experts en psychologie, et des comparaisons avec d'autres mariages de stars qui ont marqué l'histoire. Parce que l'histoire de Debbie et Michael n'est pas unique, elle fait écho à tant d'autres drames hollywoodiens, et elle soulève des questions profondes sur l'amour, la célébrité et la maternité. D'abord, parlons des théories des fans. Depuis les années 90, les forums, les groupes Facebook, et maintenant les subreddits comme R Michael Jackson ou R Celebrity Conspiracy regorgent d'hypothèses folles sur Debbie Rowe. Certains fans purs et durs affirment que tout était un complot orchestré par la famille Jackson pour « normaliser » Michael après les accusations de 1993. Regardez, disent-ils. Le mariage arrive pile au moment où il a besoin d'une image de père de famille stable. Debbie n'était qu'un pion. D'autres, plus romantiques, voient en elle la seule personne qui a vraiment aimé Michael pour ce qu'il était.
Il cite ses interviews où elle défend farouchement sa mémoire. Michael n'était pas un monstre. Il était un enfant dans un corps d'adulte, traumatisé par son père Joe. Et puis il y a les conspirationnistes ultimes. Ceux qui croient que Debbie n'était pas la mère biologique, que les enfants venaient d'une banque de sperme anonyme, ou pire, que le docteur Klein était impliqué dans un trafic génétique. Bien sûr, ces théories ont été démenties par des tests ADN post-mortem, mais sur Internet, rien ne meurt jamais. Prenez par exemple le documentaire « Living Neverland » de 2019, qui a ravivé les accusations contre Michael. Debbie est restée silencieuse, mais les fans ont analysé chaque silence comme un aveu. Pourquoi elle ne défend pas plus, demandent certains. Parce qu'elle sait la vérité, répondent d'autres. En réalité, Debbie a toujours maintenu l'innocence de Michael, comme dans son interview de 2003 où elle crie presque « Ces accusations sont des mensonges. J'étais là, je sais. » Mais les fans, divisés en camps les « Béliers verts » et les « Douptères », continuent de débattre. Sur TikTok, des vidéos virales recréent des scènes imaginaires de leur mariage, avec des musiques dramatiques comme « Billy Jean » en fond. C'est fascinant. Debbie est devenue un mythe, une figure presque tragique dans la lore jacksonienne. Maintenant, écoutons les experts. Des psychologues comme le docteur Gail Saltz, spécialiste des relations de célébrités, ont analysé cette histoire dans des livres comme The Power of Different. Selon elle, la relation Debbie-Michael est un cas d'école de dépendance émotionnelle asymétrique. Michael, traumatisé par son enfance abusive battue par Joe, forcé à performer dès 5 ans, cherchait une figure maternelle stable, pas une amante passionnée. Debbie, avec son background d'infirmière, remplissait ce rôle, soignante, loyale, sans exigence glamour. C'était une amitié thérapeutique qui a muté en contrat familial, explique Saltz. L'insémination artificielle montre un détachement physique, mais un attachement émotionnel profond. D'autres experts, comme le sociologue des médias Dr Karen Sternemer, voient ça comme un produit de la célébrité toxique dès les années 90. Michael était piégé dans une bulle. Debbie était son échappatoire, mais les médias l'ont transformé en monstre. C'est comme si la presse avait divorcé pour eux. Et si on compare à d'autres histoires? Pensez à Britney Spears et Kevin Federline. Un mariage impulsif, des enfants, un divorce amer, et une bataille pour la garde qui a brisé Britney. Comme Debbie, Britney a lutté pour reconnecter avec ses fils après des années de distance forcée. Ou regardez Anna Nicole Smith et son milliardaire J. Howard Marshall. Un mariage vu comme transactionnel, avec des accusations d'intérêt financier, tout comme pour Debbie. Mais Anna Nicole a combattu pour l'héritage. Debbie, elle, a tout lâché pour la paix. Et que dire de Tom Cruise et Katie Holmes? Un mariage scientologue ultra contrôlé, une fille, Suri, au centre, et une mère qui s'est battue pour la protéger des projecteurs. Paris Jackson, comme Suri, a grandi sous les flashs, avec une mère en retrait qui ressurgit lors des crises. Ces parallèles montrent que l'histoire de Debbie n'est pas isolée, c'est le prix de l'amour dans l'ombre des icônes. Mais au-delà des théories et des comparaisons, qu'est-ce que cette histoire nous apprend sur nous-mêmes? Sur notre fascination pour les vies brisées des stars? Debbie Rowe incarne la résilience anonyme. Elle n'a pas écrit de livre à scandale, pas fait de tournée médiatique. Elle élève des chevaux, regarde Paris grandir, et garde ses secrets. Peut-être que c'est ça, le vrai amour, donner sans attendre de retour. Alors maintenant, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que c'était de l'amour? Ou juste le deal le plus fou de l'histoire de la pop? Et quelle théorie des fans vous convainc le plus? Likez cette vidéo si elle vous a touché. Abonnez-vous. Et on se retrouve très bientôt, pour une autre histoire que personne n'a osé raconter.